monumentale erreur. Stick around. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Comment t'as deviné qu'il y avait quelqu'un dans le placard? Il y a toujours quelqu'un dans le placard. What happened to Baza? Ah, he had to split. Être ou ne pas être. Ne pas être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oui. C'est celui qui porte malheur, attention. Aïe, 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 je sens mal, je sens que ça va pas s'enregistrer, il y aura un problème. Ah non. Il faut pas dire ça. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Bon, allez, on est parti pour l'épisode 13 de Mon ami Schwarzy avec Total Recal. Recalé totalement, non. Non, Total Recall, c'est sans Da Recall par contre. Ça, c'est faut préciser quand même. C'est la blague que j'aime bien faire, Total Da Recall. Je la valide. Bon, voilà, on valide pas. Bon, c'est. Je sais pas si je valide. Je sais pas. Tu sais pas non plus. Alors, toujours pour m'accompagner, parce que bon, ils se sont dit, bon, on va quand même pas le laisser tout seul. On a un peu lancé l'idée avec lui. C'est quand même dommage qu'il fasse ça tout seul. C'est de plus en plus un plaisir, donc bon, ça va bien. Mais c'est vrai que, oui, pour l'instant, on va voir. On va voir pour les prochains films. Donc, il y a Elodie. Bonsoir. Et on a Olivier. Bonsoir. Pour ce 13e épisode, où on va donc parler, comme je disais, de Total Recall, et la version avec Schwarzenegger, bien entendu. Pas la version de 2012 qui a l'air un peu pourrie. La version de Paul Verhoeven, hein, donc quand même, c'est pas un tout petit nom. Après, on aime, on n'aime pas, ça c'est comme tout, tant pis pour vous. Hein. Mais bon, N'en dégoûtez pas les autres. Paul Verhoeven, c'est quand même... ça peut aller du Robocop à Basic Instinct, à Starship Troopers, ou quand il n'est pas dans un bon jour, Showgirls. Voilà. Et l'homme sans ombre. Et l'homme sans ombre, oui, qui est par la suite. Donc il a quand même des films pas mal sympathiques. Bon, globalement, c'est un très grand réalisateur. Voilà. Il y a eu des petits ratés, mais bon, on va pas trop vous spoiler. Encore, c'est des petits ratés, on aimerait bien tous faire des ratés comme ça, quoi. C'est clair. Des ratés qui lui ramènent quand même pas mal de fric, c'est quand même sympa. Alors, donc Total Recall, c'est un film qui date de 1990, qui dure 1h53, et où on retrouve donc Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin et Sharon Stone. Bon, il y a aussi Michael Ironside, mais ça, c'est plus mon petit cœur de films d'action des années 80, de films de série B des années 80, parce que Michael Ironside, dès que tu vois sa tête, tu sais que c'est le méchant. Ouais. Et qui va Ça, c'est sûr. Ou qu'il est pas loin du méchant. Hein, mais il a la gueule de l'emploi hein, aussi, il faut dire. mais c'est souvent comme ça, de toute façon. Souvent des gens qui ont la gueule de l'emploi. Même si on verra qu'un acteur qu'on a vu dans d'autres films de Schwarzenegger, et donc il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce que si je me rappelle bien, c'est d'ailleurs le film juste avant, dans Jumeaux, il n'est pas vraiment méchant dans celui-ci. Enfin, pas du tout. Donc, on en reparlera. Il y a un autre acteur, je pense que vous voyez qui c'est, il est plus dans la résistance. Et donc, on part en 2048. Nous sommes toujours confinés. Non, c'est pas vrai. J'espère que non. On est en 2048. Donc, on suit Duke Quaid, donc Schwarzenegger, qui, chaque nuit, il fait le même rêve, où il est sur la planète Mars, et il recherche donc la belle brunette Melina. Et donc, sa femme, Laurie, qui jouait donc par Sharon Stone, son but c'est de se dire c'est bien de fantasmer comme ça, c'est une petite brunette, mais moi je suis une blonde, je suis ta femme, c'est quand même pas très très cool. Mais bon, tout ça nous mène à est-ce que le rêve est si artificiel que ça? Est-ce qu'il n'y a pas un complot derrière? Tiens, sa femme, c'est une espionne qui est chargée de veiller à ce qu'on reconditionne son mental le mieux possible. Et puis voilà, il se souvient de ce séjour sur Mars. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il n'est pas vrai? Est-ce qu'il était un espion redouté par le grand méchant, donc Kogan? Pour vérifier ça, il va s'envoyer sur Mars. Voilà. Et tu te casses sur Mars, comme dirait le film. Voilà, donc ça, c'est le résumé, le synopsis donc du film, qui, mine de rien, a quand même eu
4 nominations au niveau récompense, mais ça, je te laisserai faire, Elodie, parce que je suppose que tu les as notées. Oh, je vais pas tout noter, mais oui, je vais en parler. Voilà, hein, donc quand même, Oscar, le festival du film américain à Deauville et les BAFTA. Bon, ce sont des nominations, hein, mais c'est déjà mieux que rien. Niveau critique, on verra que c'est pas trop mal du tout. Pas trop mal du tout même. Moi, par contre, je voudrais juste, avant que tu repartes sur les anecdotes et les chiffres, etc., sans rentrer dans la critique, dire que moi, ça fait, pas dire 20 ans que je l'ai pas vu, mais pas loin. J'ai un souvenir de moi le regardant étant ado. Le fait d'avoir grandi, je l'ai vu vraiment différemment. Complètement. Vraiment complètement différemment. J'avais peur que ça fasse l'effet, vous savez, du c'était mieux avant. En fait, on en reparlera tout à l'heure avec toi, Olivier, quand tu initieras la critique. On l'a aimé différemment, en fait. Ouais, mais je pense que je suis bien content de l'avoir revu maintenant. Vraiment bien content. On en reparlera, parce que il y a aussi un autre truc dont on parlera après tes anecdotes, c'est que nous deux, hein, voilà, les bons élèves, on a lu cette nouvelle qui fait 30 pages, donc c'était pas long quand même. C'est ça. Moi, je l'ai lu en anglais. Je rajoute un petit truc en plus. Ouais, je suis un gros faillot. J'ai lu en français. Voilà. Bon, ça marche bien. Ça marche bien parce que c'était un film qui est donc tiré d'une nouvelle de Philippe Cadic qui s'appelle Souvenir à vendre en français. C'est We Can Remember It for You Wholesale en anglais. Voilà. Donc Souvenir à vendre, c'est bien. Alors, Elodie. Oui, dégoter niveau chiffres, etc. Comme d'habitude, je commence par le budget. Alors, je donne juste les chiffres et je reviendrai dans le détail un peu plus tard, mais c'est un budget estimé de 65 millions de dollars, ce qui est énorme pour l'époque. Oui. Et ce qui est encore plus énorme, c'est qu'il a rapporté plus de 260 millions de dollars. Donc, un franc succès bien rentable. Bien sûr. Et en même temps, ça fait partie des blockbusters où on n'en espérait pas moins. Pourtant, la production était un petit peu chaotique, puisque c'est un scénario qui était déjà en travail depuis les années 70. Mais en fait, les deux scénaristes à l'origine, donc Ronald Shusett et Dan O'Bannon, ont laissé de côté le film à ce moment-là parce qu'ils se disaient qu'à l'époque, ça coûterait trop cher à produire et que les effets spéciaux n'étaient pas encore assez au point pour donner quelque chose à la hauteur de ce qu'ils avaient écrit. Ils ont bien fait, puisque pendant ce temps-là, eux, ils ont été travailler sur Alien. C'était pas dégueu. Non. Donc, bien des années plus tard, le film entre en pré-production en Australie. Et à ce moment-là, il devait être réalisé par Bruce Beresford. Et ça devait être Patrick Swayze qui devait tenir le rôle de Quaid à la place de Schwarzenegger. Sauf que, à ce moment-là, la boîte de production de Laurentiis fait faillite. Donc le projet tombe au point mort et c'est Schwarzenegger qui entend que le projet se casse la gueule. Il en parle à Carol Co et il est persuade de reprendre le script et tant qu'à faire de lui donner le rôle principal. Hein. Pas déconner. Tant qu'à faire. Quand même pas prendre le rôle de 2 secondes alors que c'est lui qui a dit qu'il voulait faire le film. C'est ça. Alors ça tombe encore mieux, puisque en fait, Schwarzenegger, à la base, devait jouer Robocop. Mais il y a eu des petits soucis de costume, tout ça. Donc ça tombe à l'eau. Il rentrait pas dedans. Exactement. Ça s'est pas fait, mais il a quand même vu le film à sa sortie. Et donc, il s'est dit à ce moment-là, tiens, j'aimerais bien travailler avec Verhoeven parce que j'ai beaucoup aimé Robocop et ça tombe bien. tout s'imbrique pour le plus grand bonheur de Schwarzenegger. Et il va apporter sa petite patte puisque à la base le personnage de Quaid ne devait pas être un ouvrier en bâtiment mais devait être un comptable. Sauf que ça collait pas vraiment à l'image de Schwarzy et d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'avait pas été choisi dans la première version parce que Schwarzy en comptable, bof quoi. On y prend un moyen. C'est ça. Donc du coup c'est Schwarzy qui a lui-même apporté l'idée que ça serait bien de mettre un mec qui a un travail manuel et un peu simple. Pour apporter l'idée que c'est plus facile pour lui de se faire avoir, quoi, parce que voilà, il n'a pas forcément de big picture. Non. Et en fait, à l'origine, le script devait contenir beaucoup plus d'humour satirique et d'humour noir.
Mais en fait, Verhoeven, il a préféré remplacer l'humour par de la violence. Et ça, il y en a beaucoup aussi. C'est clair que si le quota de violence était en fait avant un quota d'humour, en fait, on est passé à côté d'un film limite Y a-t-il un flic pour sauver Mars, quoi. Ben alors, je l'ai pas rajouté dans mes anecdotes, mais je l'ai lu. C'est que donc la scène finale de quand ils sont en train de limite crever sur Mars, normalement, il devait y avoir une scène supplémentaire où on devait avoir tous les Martiens en train de crever de cette manière-là. Sauf que le résultat, ça donnait un truc tellement burlesque qu'ils se sont dit bah non, ça va pas avec tout le reste. En fait, c'était vraiment drôle, mais drôle premier degré. Donc ils ont arrêté. Mais moi, cette scène-là, en l'état, elle est effrayante, elle est angoissante. Hein. Ah oui, elle est horrible, mais je sais pas. Alors après, c'était juste au niveau du script. Hein. Ils n'ont pas tourné la scène, donc peut-être ils se l'ont imaginé d'une autre manière et que finalement, ça aurait dû... Peut-être c'est bien qu'il l'ait pas mis finalement, mais pour d'autres raisons. En fait, ça aurait été horrible à regarder. Ouais, c'est ça. On est passé quand même entre soit on rigole, soit c'est angoisse fois 1000, quoi. C'est ça. Après, on en reparlera, mais la violence chez Paul Verhoeven, c'est aussi de l'humour en fait. Hein. Dans Starship Troopers, c'est hyper violent, mais c'est une manière de faire de la satire aussi. Ouais. C'est malgré tout, même si on a remplacé l'humour par la violence, ça reste de l'humour quand même. Mais oui, parce que tout est poussé à l'extrême de toute façon. Bah ouais, c'est ça. Et petit truc, c'est que avant, enfin dans la première mouture du script, avant que ce soit Beresford qui soit pensé comme réalisateur, ça devait être Cronenberg qui devait réaliser le film et ça fait totalement sens. Sauf qu'il était déjà pris sur La Mouche et bon, je reviens pas sur la production de La Mouche, mais ça devait être quelqu'un d'autre qui l'a réalisé, mais sa fille est morte, donc c'est Cronenberg qui a repris le flambeau. Mais c'était tellement son style aussi de réalisation que oui, ça aurait pu très bien marcher. Ça aurait été un autre film. Ouais, ça aurait été peut-être un peu plus dérangeant en fait. Oui. Ouais, ça aurait pas été Schwarzenegger quoi. Non, je pense qu'il y aurait eu plus d'effets sonores. Il y aurait eu Goldblum à la place. Et puis, Mais justement, niveau casting, beaucoup de personnes ont été envisagées avant tout le cast qu'on a eu au final. Pour le rôle de Quaid, avait été aussi envisagé Jeff Bridges, Matthew Broderick, Richard Dreyfuss, Mark Harmon, Tom Selleck et Christopher Reeves. Les premiers ont été déjà dégagés d'entrée, mais Christopher Reeves, on lui a vraiment proposé le rôle et c'est lui qui a refusé. Mais Christopher Reeves, pourquoi pas après ça aurait plus collé avec le bouquin, quoi. Ouais, avec voilà, c'est ça. Le personnage originel. Mais ce qui est marrant, c'est de voir que finalement, toute cette liste d'acteurs, c'est des acteurs complètement différents et qu'on aurait pu faire... 5 ou 6 Quaid différents et avec 5 ou 6 films différents en fait. C'est le choix de ton personnage principal et il oriente complètement le reste du film en fait. Ah bah, tellement. C'est ça. Et d'ailleurs, donc, outre le personnage principal, le personnage secondaire, donc Mélina, avait été aussi envisagé Nicole Kidman et Alexandra Paul, qui avait été envisagé, mais bon, faire un truc quand même. Non, pas pour Mélina, pour ça c'est oui. Et je passe à Sharon Stone. Elle a décroché son rôle dans Basic Instinct grâce à ce rôle-ci, parce qu'en fait, Verhoeven cherchait une actrice qui puisse passer de jeune femme mignonne candide à une personne diabolique, et ce qu'elle fait très bien dans Total Recall. Donc, qu'elle fait à merveille. C'est ça. Oh là là, c'est clair. Je suis tellement amoureuse d'elle dans ce film. J'adore. Et ouais, donc du coup, ça lui a servi de gros casting et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée sur Basic Instinct. Et pour le bonheur de tout le monde, j'ai envie de dire. Ouais, elle fait à peu près le même rôle, quoi, quasiment. C'est ça. Et donc, même niveau physique, c'est elle qui a réalisé la majorité de ses scènes de combat. Elle a eu un gros entraînement et elle a tellement impressionné Schwarzenegger qu'il l'avait surnommé The Female Terminator. C'est gentil pour... Ah, merde. Non, juste Sarah Connor. Sarah Connor ? Oui. Ah, c'est différent. On l'a tous sur le bout de la langue. Oui, réfléchissez, je continue. Et elle a été aussi introduite comme membre honoraire de la Stunt Women Association pour ce film, tellement ils avaient été impressionnés par sa prestation. Et est-ce que depuis, elle a refait des cascades, vraiment? Dans Basic Instinct, visiblement.
Le décroisé de jambes. Tu peux te froisser un muscle, hein. C'est technique. C'est ça qui a donné l'idée à Verhoeven, c'est de se dire, t'as vu comment elle frappe les coups de pied, bon bah elle peut le faire aussi. C'est ça. C'est ça. C'est la menace. C'était Linda Hamilton. Oui, voilà. J'avais Linda en tête, mais alors le reste, le trou de mémoire, quoi. Nous nous excusons pour nos cerveaux pourris. Voilà. C'est la chaleur, ça fait couler le cerveau. Ce qui est seulement avec ça. L'alcoolisme aussi, bon, écoute. Non, j'ai pas bu. Ça fait longtemps que j'ai pas bu, je suis au régime, c'est tout. Ah. Et pour finir, niveau casting, le rôle de Richter avait d'abord été proposé à Robert Davi, qu'on a pu voir dans Piège de cristal par exemple, et Kurtwood Smith qui a refusé justement parce que, en fait, comme il venait de faire Robocop, ils se disaient c'est un peu le même rôle, j'ai pas envie. Donc ils ont tous les deux refusé. C'est pas faux, c'est vrai qu'en fait, physiquement, Kurtwood Smith, qu'on rappelle qu'il est aussi c'est Red Foreman dans That 70 Show, entre autres. C'est vrai que ça colle pas trop mal, justement, par rapport à Richter. Ouais, maintenant, il voulait pas refaire la même chose qu'il avait fait sur Robocop. Oui, ça peut tout à fait se comprendre. Tout à fait. Quoi d'autre? Et au niveau du tournage, alors le film a été tourné au Mexique pour les vues de villes futuristes, et d'ailleurs sur certains points, notamment sur les scènes dans le métro. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment modifié les décors puisqu'ils se sont dit que Mexico avait déjà une tête de ville futuriste parce que c'était tourné à la période où vraiment Mexico était en pleine expansion, et donc il y avait beaucoup de buildings tout neufs qui étaient en train de se monter. Ouais. Et donc il y a beaucoup de décors, et notamment tout ce qu'on voit comme publicité, c'est les publicités de l'époque, ils n'ont rien retouché, hein, c'était posé comme ça, ils l'ont pris. C'est vrai que ça fait bizarre parce que tu vois des trucs genre Fujifilm. Ouais. Quand on très daté. C'est très daté. Bon, le petit appareil qui le sert à détecter, c'est un Casio. Oui. Voilà, mais c'est vrai que les placements produits. Il y en a une chier. Si ça ne sont pas des placements produits, ils ont loupé une manne de fric monstre. Si, alors c'en est, j'en reviendrai dessus. Mais non, ils ont bien pioché dans les cases des marques. Mais aussi, donc, les scènes de ville, c'est Mexico. Et pour la planète Mars, évidemment, c'est tourné dans le Nevada. Bon, on reconnaît quand même pas mal. Et en studio. Alors, oui, puisque il y a 45 décors qui ont été construits pour le film. Et donc cette année-là, à ce moment-là, Total Recall, c'était le deuxième film le plus cher ever, juste après Rambo 3. Tu m'étonnes, t'as vu la taille des trucs. Bon, il y en a plein de trucs, c'est des trucs dessinés, des trucs filmés, voilà. Mais même... C'est pas mal de maquettes, hein, mais c'est des grosses maquettes aussi. Ouais, je reviendrai sur les effets spéciaux et tout après, mais oui, il y a énormément de choses. Et même bêtement, la scène dans les espèces de turbines à la fin, quand tu te dis que ça, c'est en studio, même s'ils en ont fait, s'ils ont fait que 4 pylônes, faut les placer les 4 pylônes quand même. Hein. Mais oui. non, mais il y a beaucoup de travail, et donc ça a occupé juste pour la construction des décors, ça a occupé 500 personnes pendant 6 mois. Oh punaise. Et c'était dans un espèce d'entrepôt géant qui avait été fait par la RKO à l'époque et qui devait être détruit en fait. Et donc ils ont tout réhabilité, ils ont refait tous les décors là-dedans. Il y avait que eux en fait dedans. D'accord. Ils ont pris toute la place, hein, de toute façon. Vu la taille du truc, c'est clair. Petit feu, ouais. Ouais, justement, un petit truc qui m'a perturbé pendant tout le film, c'est que donc dans le métro, donc là c'est au Mexique, mais le logo du métro, c'est le même logo que le métro à Bruxelles ou en Belgique en fait. C'est assez perturbant, tu te dis mais merde. Le choc des cultures. Ouais, tu sauras que dans le futur, la Belgique a été annexée à Mexico. Ah merde, d'accord. Franchement là, ils ont pas été chercher le pays le plus proche, hein, mais bon, ok, d'accord. Ouais, mais pour eux, ça apparaissait peut-être exotique. Hein. Ah ouais, la Belgique est exotique, bien sûr. Bah ouais, on sait jamais. Petit fun fact tout mignon, pendant le tournage, il y avait beaucoup d'animaux présents sur le plateau. Alors, j'ai pas bien compris parce qu'on n'en voit pas dans le film. Alors, je sais pas d'où ils sortaient. J'ai pas eu le détail, mais Schwarzy s'est fait attaquer par un bébé cougar dans sa caravane. Parce qu'en fait. Non, en fait, t'as pas compris la news. En fait, il s'est fait attaquer par une cougar.
Pas un bébé. Enfin, voilà. Ce qui fait ultra sens parce qu'en fait, il lui a sauté au cou, mais par derrière, et en fait, il lui a fait mal parce qu'il voulait juste jouer. Mais je trouvais ça tellement mignon. À quel moment tu as un bébé cougar dans ta caravane? Je sais pas, surtout quand tu l'as pas dans le film, quoi. Enfin, c'est... Oui, non, mais je sais pas, j'avais l'actu comme quoi il y avait beaucoup d'animaux. Alors, c'était quand c'était tourné à Mexico, mais je me dis, il n'y a pas des cougars en centre-ville non plus. Ou alors on m'a menti. Mais bon, voilà. Autre chose qui change beaucoup de tout le reste des films qu'on a vus jusqu'à maintenant de Schwarzenegger, c'est que Verhoeven, il n'avait pas du tout la même vision de la femme que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, ce qui est vraiment bien. Oui, ça change. Bah oui, il voulait des personnages féminins forts, donc outre Sharon Stone qui casse des culs. Elles sont pas là juste pour faire le pot de fleurs. Non, elles cassent pas des culs, elles cassent des couilles. C'est vrai. C'est vrai. Mais beaucoup. Surtout celle de Schwarzy. En gros plan. Elle les a bien visées, celle de Schwarzy, en gros plan et en ralenti. J'ai eu mal pour lui. Ah ouais, non, c'est... Donc, Sharon Stone, elle a subi un entraînement important, aussi bien physiquement. Elle a pris des cours de taekwondo, ça se voit. Et surtout, la grosse guideline des scènes de combat de la part de Verhoeven, c'était je veux pas, quand c'est un combat entre femmes, je veux pas que ce soit un combat de chat, quoi, que ce soit animé et tout. Je veux vraiment qu'elle se fracasse la gueule et que ce soit un combat vraiment d'arts martiaux, quoi, que on sente la maîtrise, quoi. Ouais. Et ça sent dans tout le film, quoi, que vraiment, il y a c'est pas parfait, mais il y a un bon traitement des personnages féminins. Et il y a juste un truc qui me perturbe avec les personnages féminins, c'est qu'elles ne marquent pas du tout. À un moment donné, Schwarzy lui met une grosse baigne quand même à Sharon Stone. Elle se relève, elle n'a pas un bleu, rien, quoi. Alors que moi, j'aurais pris la même baigne. Je peux dire qu'il y aurait eu un gros cocard. J'ai repéré un faux raccord au tout début du film. Il y a un faux raccord rouge à lèvres de la part de Sharon Stone. Et là, ça le fait pas. Hein. Mais je comprends pourquoi. C'est au tout début, quand elle est dans l'appartement et juste après qu'elle se fracasse la gueule avec Schwarzy, il y a l'autre qui arrive, elle l'embrasse et en fait, elle a plus de rouge à lèvres. Donc je comprends, hein, sinon ça déteint, c'est dégueulasse. Mais ça se voit. Voilà. Non, mais c'est vrai que les coups, etc., on verra pendant plusieurs scènes qu'il y a des moments où tu dis mais jamais tu continues à bouger comme ça, jamais tu ne hurles pas, jamais tu n'es pas en train de tomber dans les vapes. Attends, il y a l'espèce de rotative là qui pète les mines, là, qui passe sur le bras. Il n'y a pas de souci, ton bras, là, comme c'est, il est déchiqueté. Non, la petite éraflure, tout va bien. Mais non, là, tout va bien, ça saigne un peu, mais c'est pas grave. Hein. Enfin, voilà. Bon, au bout d'un moment, il y a eu tellement de sang, il y a eu tellement de trucs, tu te dis, bon, c'est pas très très grave. Oui, mais attends, parce que j'ai pas fini, il y en aura encore du sang. Oui, de toute façon, du sang, il y en a plein. Oui, parce que niveau effets spéciaux, en fait, Total Recall, il a marqué son époque parce que c'était on va dire, en généralisant, le dernier blockbuster américain à utiliser vraiment des maquettes dans ses effets spéciaux. Ouais. D'ailleurs, des maquettes d'une qualité extrêmement bonne. Et c'est aussi un des premiers à utiliser des effets numériques qui sont assez crédibles, notamment pour la scène où ils sont dans le métro et il y a le rayon X qui scanne les gens là. Ouais. Et, voilà, donc ça, ils se sont bien fait chier parce que à la base, ils avaient créé un programme pour animer automatiquement, sauf que le truc a foiré. Donc les mecs se sont amusés à animer image par image. Ça devait être vraiment un plaisir. C'est ça. Comment perdre des mois en quelques secondes? C'est ça. Donc, ce qui a joué aussi au fait que le film était extra cher, bien sûr, mais voilà. Oui. Les niveaux violence, justement, dans sa première version, et je ne sais pas si elle est trouvable, le film a été classé X, donc interdit au moins de 18 ans, pour sa violence extrême, parce que du gore et du gore. Notamment, ce qui avait marqué le comité, c'est la scène de boucherie dans l'escalator, où Schwarzy se sert du mec comme de bouclier humain. Et donc ça, ils n'ont pas apprécié. Du coup, ils ont fait un second montage où ils n'ont pas vraiment coupé des scènes, mais ils ont utilisé des angles différents et où on montre comment globalement, le bouclier humain dans les escalators, dans le métro... C'est pas le pire, hein. Non, mais c'est pas le pire, non. C'est pas le pire, et puis surtout, ils se gênent pas pour le faire durer, quand même, ce truc. Hein. Oui, voilà, donc je sais pas. Alors, ou alors on a vu le director's cut. Ouais, peut-être, je sais pas, parce que moi, j'ai pas trouvé d'autres versions sur Internet, donc je sais pas laquelle on voit, mais voilà. Moi, on l'a vu, peut-être pas toi, Olivier, mais sur Amazon Prime. Ouais.
Voilà. Moi, je l'ai vu en Blu-ray, il y avait, et ça avait l'air quand même. Enfin, il y avait tout, hein, on voyait tout. Je pense que c'est la même version, hein, mais parce Oui, qu'en je plus, pense. il y a, alors je sais pas parce que cette version, ils n'ont pas fait de version test, ça n'a pas été un mais truc avant sortie, donc je sais pas. Celle que je connais Verhoeven, je pense que c'est pas étonnant que le truc ait fini encore plus en Sharpie que ce qu'on a vu. Hein. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. C'est faisable. Là, on était quand même à la limite du soit du supportable, soit du ridicule. C'est ça, c'était la zone grise. Et donc du coup, ils ont refait un montage et finalement, ça a été classé R, donc interdit moins de 16 ans. Ouais. Mais bon, après, il faut remettre dans son époque. Hein, nous, maintenant, on est plus habitués à avoir du gore. Mais bon, voilà. Et ouais, parce que moi, je me souviens parce qu'à l'époque, je l'avais enregistré en VHS à la télé. Quand il était passé à la télé, c'était moins de 16 ans. Hein. C'était... Ouais. Bon, après, aussi en Europe, on n'a pas forcément les mêmes critères qu'aux États-Unis, mais en général, ça. Ouais. Mais là, pour le coup, c'était moins de 16 aussi. Hein. Bon. Je passe au fun fact et on va parler de caca. Parce que vous vous souvenez quand pour Predator, je vous disais que toute l'équipe avait chopé la tourista en buvant de l'eau dégueu au Mexique. Oui. Mais c'est encore pareil, c'est ça? Plus ou moins. Le retourista. Au Mexique. Ils sont retournés au Mexique, donc... C'est le retourista. Ben, en fait, le point positif, c'est que Schwarzy, il a appris de cette expérience et donc du coup, il a été un des seuls avec Ronald Shusett à pas être malade sur le tournage suite à une intoxication alimentaire parce qu'en fait, Schwarzy, depuis le tournage de Predator, il se fait livrer directement son catering depuis les États-Unis. Il mange pas comme les autres. Et Shusett, comme il est un peu genre un monk, il a pas été malade parce que genre il se méfie de tout et à la base tout le monde se foutait de sa gueule parce que vraiment c'était à la limite des tocs et tous les jours il se faisait des injections de vitamines pour pas être malade, mais vraiment le truc à l'extrême et finalement à la fin il dit ben moi je suis pas malade, niquez-vous. Voilà, c'était la news caca. D'accord. Comme tu l'as dit, donc le film se déroule en 2084, mais à aucun moment... 48. Oui, pardon. Mais à aucun moment c'est dit dans le film. La seule fois où on le voit, c'est sur la jaquette de la VHS. Incroyable. Niveau... Non. C'est jamais dit. Et j'ai re-regardé, je me suis dit, il n'y a pas eu un titre au début, et non, il n'y a rien, on ne le sait pas. Bon. Effectivement, maintenant que tu le dis, ouais. Et niveau publicité, alors effectivement, c'était, en fait, je suis pas restée dessus parce qu'il y en a énormément et que c'est plus marrant si chacun cherche en regardant le film. Mais il y a énormément d'Easter eggs dans le film. Et moi, celle qui me fait un peu rire, c'est que effectivement, comme tu l'as dit, il y a énormément de placements produits dans ce film qui sont pas du tout discrets. Mais le petit truc drôle, c'est que niveau boisson, la seule pub que tu vois sur Terre, c'est Coca-Cola. Et la seule pub, mais vraiment toute seule pub sur Mars, c'est pour Pepsi. C'est bon. Parce qu'en fait, c'est voilà, comme ils disent que ceux qui sont sur Mars, ils sont un peu rejetés par les terriens, machin, tout ça. Ils se sont dit, ok, sur Mars, vous avez du Pepsi. Je trouve ça, c'est. Je trouve ça tellement drôle. Ah ouais, non, je me suis fait la même remarque. C'est fait. D'accord, donc en fait, sur Mars, t'es entre guillemets pour les Américains, t'es la seconde zone, donc tu prends du Pepsi. C'est ça. Alors que j'aime beaucoup le Pepsi. Moi, je vois pas de différence entre le Pepsi et le Coca, donc je vais me faire hurler dessus, mais voilà. On peut pas dire qu'il n'y a pas de différence, mais bon, voilà. En même temps, j'aime pas trop le Coca, donc... Ah, tu t'aimes pas déjà. J'ai un autre fact, mais qui est beaucoup moins drôle. Donc, le personnage de Mary, donc la prostituée aux 3 seins, donc personnage devenu culte, devait au départ avoir 4 boobs. Mais en fait, les producteurs, ils ont dit, bof, non, ça ressemble trop à un pied de vache, donc on va rester sur 3. C'était déjà pas mal limite quand même. Là. C'est ça. Et donc, le côté moins fun, c'est que l'actrice, Lycia Naff, en fait, elle a très mal vécu de jouer ce rôle. Et elle s'est sentie humiliée, comme si elle montrait ses vrais seins. Et ça a été jusqu'à ce qu'elle refuse de faire la promotion du film à sa sortie parce qu'elle trouvait le personnage dégradant. Et elle devait être invitée sur le show de Johnny Carson. Elle a refusé parce que vraiment, elle supportait pas. Elle voulait en gros qu'on l'efface du film. Ouais. Et normalement, elle devait être envisagée pour une suite. Et elle dit non, laissez-moi tranquille. Mais en même temps, bon voilà, c'est vrai que c'est devenu un personnage culte et tout ça. Mais globalement, dans l'histoire... Ça sert à rien.
Non, ça sert à rien. Ça juste... Voilà, il y a le côté, il y a des. C'est juste pour montrer le côté mutant, quoi. Voilà, il y a des mutants et on voit les mutants un peu difformes avec des transformations dues à la radiation, etc. Machin. Et là, ils se sont dit, bah tiens, on est dans en fin des années 80, non, pas fin des années 80, Enfin, début 90, toujours... allez, on monte dessin, quoi. Et oui, mais c'est surtout le côté provocateur de Verhoeven. Oui, voilà, on monte 300. Il aime toujours essayer d'aller là où personne n'est jamais allé et là où t'as pas le droit d'aller. Donc, ouais. Non, puis je trouve pas que le personnage il est vraiment montré comme. Enfin, c'est pas non plus trop provocateur et elle est pas montrée comme un personnage dégradant. Je sais pas. Non, mais voilà, le personnage en soi, il sert pas à grand chose, mais en même temps, le côté. Son côté-là, en fait, c'est. Ouais, c'est pas vraiment dégradant, elle fait pas que ça non plus, et bon. Enfin, je sais pas, c'est vrai que je peux comprendre quand même je peux essayer de comprendre l'actrice, c'est que en gros, tu vas être invité après pour savoir si t'as vraiment 3-5, quoi. Ouais, oui. Ah oui, après que ça fasse bête de foire, c'est sûr. C'est vrai. On lui parle que de ça, la pauvre. Alors, c'était bien Total Recall, Schwarzy, tout ça, et le troisième, il est où? Et voilà, quoi, c'est un peu lourd, quoi, c'est clair. C'est vrai. Pour remettre un peu la bonne humeur, je vais vous faire une petite devinette. Combien de gens sont morts dans le film? Combien de gens sont morts? Ouais, c'est un juste prix. Il y en a un paquet. Hein. Ouf, je dirais 90. Moi, je partirais plutôt vers le 65, un truc comme ça. Moi, c'est pas très très loin. 77. Ah, ouais. Ah. Mais ouais, au début, je pensais qu'il y en aurait plus quand même. Bref, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, quand tu penses sur un moment, mais il y en a globalement pas. Ouais, c'est vrai. Pas tant que ça, toi, il y en a beaucoup sur le moment de la scène du métro, il y en a beaucoup au moment des rebelles, tout ça, enfin, quand il arrive sur Mars. Parce qu'il y a beaucoup de KO. Il y a beaucoup de gens qui sont juste KO, mais qui meurent pas. Ben oui, c'est ça. Donc, 60, c'était quand même pas mal en 2 heures de temps de film, mais c'est vrai que Rambo a fait pire. Oui. Mais voilà. Niveau réception critique, comme tu l'as dit, le film a reçu de très bonnes critiques. À part forcément, tu as toujours 2-3 gens un petit peu prudes qui trouvent que le film est bien trop violent et que c'est juste un étalage de gore pour amuser la populace. Mais dans l'ensemble, les critiques ont beaucoup aimé le film et outre que c'est un bon actionneur avec des bons effets spéciaux, ils ont beaucoup aimé l'ambiance futuriste, les décors, mais aussi et surtout le scénario complexe. Bon, forcément, ça partait d'un matériau de base qui forcément a aidé. Mais ouais, ils ont apprécié le scénario, ça change parce que jusqu'à maintenant, les critiques relevaient surtout dans les films de Schwarzenegger que c'était assez bas du front et que ça allait pas chercher très loin, quoi. Et là, pour le coup, on a un tournant où on a une vraie histoire bien construite avec un fond, une forme, tout ça. Le côté action et gore a aussi pas mal plu parce qu'il faut avouer que c'est bien réalisé. Et comme tu disais, le film a reçu une chier de nominations à des récompenses toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Je vous ferai pas la liste parce qu'il y en a clairement une vingtaine. Donc voilà, vous irez sur Wikipédia. Mais pour en revenir à notre sujet principal, Schwarzy, il a été nominé pour le Saturn Award du meilleur acteur. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que là, on parlera dans la critique, mais Schwarzenegger, là, était quand même était étonnant et ouais, bien, enfin, différent. Il y a eu des trucs différents déjà avant, mais là, par rapport au genre du film d'action, on n'en était pas là quand même. Bah là, il a quelque chose de différent. Il n'est pas juste une brute bête et méchante. Enfin, pas méchante. Non, clairement pas. Est-ce que tu as d'autres choses?
Eh bien, je finirai avec l'après de ce film, Oui. puisque une suite de Total Recall était prévue, et ce sera Minority Report, qui du coup n'aura plus grand-chose à voir avec Total Recall, mais à la base, Minority Report, enfin l'adaptation de Minority Report devait être la suite de Total Recall, avec du coup Schwarzy dans le rôle qu'aura finalement Tom Cruise. Et voilà, on reprenait un peu les mêmes personnages, mais sur le scénario de Minority Report. Niveau produits dérivés, le film a eu droit à sa propre adaptation en roman écrite par Pierce Anthony, qui n'était pas terrible. Évidemment, le film a eu droit à son jeu vidéo. On a eu aussi une série télé, Total Recall 2070, qui entre en production en 1999. Et la série devait être une suite du film, mais ressemble plus à une adaptation de Blade Runner. Finalement, la série s'est arrêtée au stade de pilote de 2 heures, qui est sorti en VHS et en DVD. Je ne sais pas s'ils sont encore trouvables, mais faites les brocantes. Un comics est aussi sorti en 90 chez DC. Il y en a un autre qui est sorti il n'y a pas longtemps, en 2011, chez Dynamite. C'est aussi des suites du film. Et bien sûr, comme tu l'as dit, il y a eu un remake du film sorti en 2012, mais qui n'existe pas pour ma part. Voilà. mais globalement, de toute façon, les critiques l'ont trouvé moins bon que l'original. Et puis c'est vrai que c'était entre la réadaptation de la nouvelle et un remake du film de Verhoeven par Len Wiseman. Mais avec Colin Farrell, mais non, c'est vrai qu'il n'existe pas. C'est ça. Et donc, dernière petite info pour finir, en fait, Schwarzenegger et Verhoeven, ils ont adoré travailler ensemble. Du coup, ils ont voulu faire un projet tous les deux ensemble. Ils ont écrit un film qui sera Crusade. Il a été écrit, ils avaient checké les décors et les costumes, mais en fait, le studio Carloco avait des difficultés financières à ce moment-là. Du coup, le projet a été complètement abandonné. Et en fait, 15 ans plus tard, sortira Kingdom of Heaven, qui reprendra finalement l'histoire qui devait être faite par Schwarzy et Verhoeven. Voilà. Alors pour info, le Total Recall 2070 se trouve sur YouTube, mais il n'y a pas qu'un film. Voilà, il y a un film, mais il y a des épisodes en plus. Ok. Je crois qu'ils ont sorti que les 2 heures en VHS et DVD alors. Voilà, il y a donc ça dure 1h30 et ensuite on a combien d'épisodes ? 22 épisodes qui sont trouvables tous et ils durent tous à peu près 45 minutes. Donc voilà. Donc c'est. Je vais le garder de côté celui-là. Hein. T'as mieux fait de te taire. Non mais franchement je serais curieuse de le voir quand même. Ouais, mais il y a des trucs, je serais curieux pour la nouvelle saison d'ajouter dans les pilotes. On va faire des trucs un peu connus, des trucs pas connus, mais il y a aussi les enfants de Dune que j'ai bien envie de repasser parce que ça c'était quand même pas mal foutu, et Stargate entre autres aussi. Par contre, un truc que t'as pas précisé, et peut-être que ça ne touche que moi, mais de savoir qu'à la musique c'est Jerry Goldsmith. C'est vrai, je l'ai pas dit, et qu'il était très fier. Il dit que c'est une de ses meilleures compositions de film. Ben franchement, ouais, et puis sa carrière n'est plus non plus à comment dire il n'a plus rien à prouver. Ah, plus rien à prouver, quoi. C'est ce mec-là, ça fait depuis les années 50 qu'il est là, qui fait de la musique pour les plus grands. Et franchement, c'est vrai que quand tu vois le générique, tu te dis ah ouais, putain, il y a tout cela dedans, quoi. Je l'ai regardé en fait avec ma femme qui elle ne l'avait jamais vu, qui n'a pas lu encore la nouvelle parce qu'elle a pris le livre, elle a commencé depuis le début du livre. Voilà, elle est dans le truc, elle découvre un peu plus. Philippe Cadic au passage, mais moi j'étais en train de me dire c'est peut-être pas le genre de film qu'elle va aimer, on en reparlera dans la critique, mais globalement elle voit Sharon Stone, machin, ah ouais quand même, puis Paul Verhoeven, bah oui d'accord, bon ça change quand même pas mal de l'idée qu'on pourrait se faire de bah oui c'est un film avec Schwarzenegger, c'est un film d'action quoi. Et aussi dernier truc, au Québec le film s'appelle Voyage au centre de la mémoire. Ouais. Bah, c'est pas le pire. Hein. Et sur le Blu-ray que j'ai eu, c'était sous-titré Voyage au centre de la mémoire aussi. Bah oui, c'est sans doute le sous-titre français, mais ils l'ont laissé en. Parce que Total Recall n'est même pas, comme on disait, le titre de la nouvelle. Non. Donc, bon, c'est vraiment un titre choisi comme ça, où on entre vraiment dans la paranoïa tout au long. Alors, Olivier, avant de la critique, donc tu as lu, j'ai lu aussi donc cette nouvelle. Et premier constat, en même temps, quand on sait que c'est une nouvelle,
que le film dure presque 2 heures, que la nouvelle fait à peu près 30 pages. On se dit, à partir d'où ils ont brodé. Mais globalement, la nouvelle, c'est le début du film. Voilà, c'est ça. C'est vraiment jusqu'au moment où Chorzy rentre dans leur rêve et que les hommes de Cohagen viennent foutre le bordel dans le. Voilà. Bon, il y a une fin qui n'a rien à voir, hein, où en gros on est un peu comme dans le film, on ne sait pas ce qui était le rêve ou ce qui ne l'était pas. Jusqu'au bout, tu ne le sais pas. Je vous donnerai la réponse à la fin du podcast. Ah, c'est gentil. Par contre, dans la nouvelle, Laurie est ici. Au départ, elle, en tout cas dans le film, fait penser à elle est vraiment amoureuse, c'est sa femme, etc. Machin. Il n'y a pas d'animosité à part le fait que ça l'embête qu'il fasse ses fantasmes, ses rêves et qu'il parle tout le temps de Mars. Dans le livre, la femme le traite comme un moins que rien. Oui, bah, de toute façon, c'est un moins que rien. C'est un petit employé de bureau, un peu dans le livre. C'est un petit employé de bureau qui a peur de tout. Enfin, c'est vraiment le gars qui a une vie un peu pourrie, un peu anonyme. Et donc, rien à voir avec le personnage de Schwarzenegger dans le film. Hein. Et pour le coup, où ils sont beaucoup plus à égalité avec sa femme. Enfin, on saura pourquoi. On sait pourquoi après, mais c'est sûr qu'il n'y a pas ce côté où il veut avoir une meilleure vie, en fait. Non, clairement pas. Il y a pas ça. Le traitement de cette société, eux aussi traitent le mec comme une sous-merde. C'est vraiment genre, oh là là, il fait chier avec son rêve ou machin, alors que dans le film, on est plus du côté, c'est la boîte qui, il y a eu de la merde, mais bon, voilà, ils les laissent pas transparaître. Ils sont là pour lui vendre un truc. C'est vraiment le côté vente de voyage. Et aussi le dernier point que j'ai noté qui est différent. Et bizarrement, là, Verhoeven, il s'est pas dit tiens, j'ai envie de montrer des seins. C'est que la secrétaire à l'accueil de cette boîte, elle est seins nus normalement dans le livre. Oui, c'est vrai. Elle ne l'est pas dans le film. Dans le film, elle s'amuse à repeindre ses ongles de façon digitale. Et ça, par contre, c'est très impressionnant dans le film. Là, franchement, niveau effets spéciaux, j'aimerais bien savoir comment ils s'en sont sortis. Est-ce que c'est vraiment du numérique ou quoi? Parce que franchement, c'est super propre. Hein, ça change de couleur. Là, mais elle est habillée. Alors que globalement, si j'ai bien compris dans la nouvelle, toutes les femmes sont quasiment seins nus tout le temps. Oui. Pourquoi? Voilà. Parce que c'est le futur. Qui a besoin de vêtements dans le futur? Mais par contre, c'est peut-être ça qu'a voulu faire Verhoeven avec la femme aux 3 seins. Techniquement, elle est habillée, c'est juste que elle Oui, mais ouvre. il s'est dit c'était ridicule ce truc-là, je vais le tourner en ridicule. C'est vrai. Voilà, bon, la nouvelle en soi, j'ai bien aimé, j'en suis sorti je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui était le rêve, ce qui n'était pas le rêve, mais c'était très intéressant. Et je pense que ça a dû influencer ma vision justement du film par la suite. Ça et le fait que depuis la dernière fois que je l'ai vu, j'ai pas mal grandi aussi. Donc, je sais pas toi, Olivier, là-dessus. Oui, non, c'est sûr. C'est forcément la lecture du bouquin. On peut pas s'empêcher de comparer et de s'apercevoir que c'est pas si éloigné que ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus éloigné, en fait. Ouais, on n'est pas dans Running Man, quoi. Et après, il y a évidemment l'âge à laquelle on regarde, parce que pour moi, c'était un des films références de mon adolescence. Comme je l'avais dit, je l'avais enregistré sur une VHS que j'ai usé et surusé, et parce que tout d'un coup, je voyais un film. Il y avait presque un côté transgressif à voir ce film.
comme je disais, il était interdit au moins de 16 ans. Je l'ai vu bien avant 16 ans. Ouais, pareil. Et c'était un peu, un peu le film que j'aimais regarder, tant il était transgressif. Et en fait, je l'ai revu là différemment et j'ai tout aussi adoré alors pour des raisons complètement différentes, mais en fait, c'est quand même des raisons qui rejoignent les raisons pour lesquelles je l'aimais quand j'étais gosse, quoi. Et Ouais. en fait, je pense que tout simplement, la chose qui fait que ce film est très bon, c'est que en fait, c'est une espèce de et c'est la première fois qu'on voyait ça dans les années 90 au niveau du film d'action, c'est que c'est un espèce ça allie parfaitement en fait le film d'action, l'humour et la réflexion. Et moi, je voyais assez peu de films de SF à l'époque. En tout cas, je voyais pas de films de SF qui avaient un rapport avec mon quotidien. C'est-à-dire qu'on voyait Star Wars, on voyait. Alors que là, c'est clairement c'est une dystopie, quoi. Donc ça, forcément, il y avait un reflet par rapport à mon quotidien. Et ça, c'est quelque chose pour lequel j'avais pas du tout de référence. Et en fait, ce qui est intéressant et ce qui permet de le voir à des âges différents, c'est que le film, il a plusieurs portes d'entrée. La première porte, c'est évidemment, donc on en parlait, la base originelle, c'est-à-dire le bouquin de Kadik, donc qui réfléchit sur ce qu'est la réalité, sur ce qu'est un souvenir, à quel point on peut se fier à un souvenir. Et là, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est quelque chose finalement auquel j'avais pas trop réfléchi à l'époque, mais maintenant qui m'interroge parce que on est dans une époque où avec tous les réseaux sociaux, on passe notre temps à nous fabriquer des souvenirs pour les partager au plus grand nombre, pour avoir du like, pour avoir des followers. Et en fait, donc du coup, le film est très actuel parce qu'en fait, nous, à travers ces réseaux sociaux, on montre pas du tout la réalité. On montre une réalité qui est améliorée. Et c'est un peu ce que propose Recall, en fait, la boîte qui fait ses rêves, c'est-à-dire la possibilité de s'inventer une vie passionnante par le biais de faux souvenirs. Et c'est exactement ce qu'on fait avec Instagram. On truque les souvenirs pour montrer aux autres que finalement notre vie elle est meilleure que la leur, quoi. Donc de ce point de vue, je trouve que le film et le livre étaient assez précurseurs. Et donc c'est vraiment la base de départ du film. Après, je trouve que, et ça c'est un peu plus la lecture que j'en fais maintenant, avec un peu plus de maturité, avec un peu plus de recul, c'est que ce qu'apporte Verhoeven par rapport au livre, c'est un œil critique et un sens de la satire dont lui seul a le secret, en gros, dans le monde du film d'action. On dit souvent que le film est un peu kitsch, mais en fait, le côté kitsch, le côté un peu carton-pâte, c'est quelque chose, c'est un ingrédient qui est totalement indispensable en fait pour que pendant tout le film, on se demande si ce qu'on voit est vrai ou pas, si ce que vit le personnage de Quaid est la réalité ou si c'est seulement un rêve ou un souvenir qu'on est en train de lui implanter. Donc et en fait, si le problème du film de 2012, c'est qu'en fait, comme c'est fait avec des effets numériques beaucoup plus pointus, on a beaucoup moins c'est ça, on a beaucoup moins cette réflexion qu'on se fait pendant tout le truc, parce qu'en fait, on y croit trop, presque. Donc je trouve ça vraiment intéressant, le côté carton-pâte, le côté maquette et tout, ça amène vraiment quelque chose de très important. Et donc je trouve que toute la réflexion sur le côté factice des choses, et notamment de cette usine à rêve et de cette usine à souvenirs qui Recall, qui fait penser étrangement à Hollywood, qui est elle-même une usine à rêve et une usine à souvenirs, on a l'impression et qui finit par faire que des conneries, qui finit par exploser, qui finit par donc on a vraiment l'impression que Verhoeven a voulu mettre
se moquer un peu de ce Hollywood factice, de ces Hollywood qui vendent du rêve, quoi. Et donc ça, c'est vraiment une vision que j'ai vraiment apprécié cette fois-ci. Et Schwarzenegger est en fait va beaucoup l'aider pour obtenir ce résultat. En fait, Schwarzenegger, à ce moment-là, il est vraiment au sommet de sa carrière. Il représente à lui tout seul le film d'action. Quand on pensait film d'action à cette époque-là, on pensait à Schwarzenegger et Stallone. Et c'était un mec qui était quasiment inhumain physiquement. Et c'est pas le monsieur tout le monde du livre de Caddy, comme on a dit tout à l'heure. Et en fait, ce personnage-là qu'on a l'habitude de voir comme un homme robot, en fait, Verhoeven, il va s'amuser à le déformer. Il va par exemple, à un moment donné, il va le déguiser en femme pour lui faire passer la frontière de Mars. Il va s'amuser à lui faire retirer un implant de son nez, ce qui va lui faire une gueule dégueulasse. Quand il meurt presque étouffé sur Mars, il a la gueule qui devient complètement difforme, les yeux injectés de sang. Et donc, du coup, tout d'un coup, on a un personnage de Schwarzy qui est complètement différent, beaucoup plus malléable que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant de lui. Et donc ça. Et donc Verhoeven joue avec ce personnage pour justement se moquer des films d'action de l'époque, tout en reprenant ses codes, mais en poussant les curseurs avec notamment, comme on l'a dit, énormément de violence, quoi. Donc donc on sent qu'il y a un truc conscient chez Schwarzy et chez Verhoeven, qu'il y a une complicité entre les deux pour s'amuser en fait des codes du film d'horreur et du film d'action, pardon. Et ça, je trouve ça vraiment, je trouve que le résultat est très très visible dans mon rewatch. C'est vraiment le truc qui m'a sauté aux yeux. C'est cette espèce de plaisir de déformer les codes du film d'action. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et notamment, il y a un truc qui m'a marqué parce que au début, je me dis, putain, il joue le bonnet, il joue quand même d'une manière hyper niaise et tout. On se faisait la réflexion avec ma copine, on se dit, putain, mais il a quand même une tête de bonnet, quoi. Et en fait, après, quand on voit le reste du film, on se dit, mais en fait, ça, il le jouait sciemment, quoi. Et en fait, dans les comédies qu'on a vues précédemment, on s'est aperçu que quand il souriait, il avait une tête de con. Et en fait, ça, du coup, je suis sûr qu'ils se sont dit, mais ça, on va s'en servir. On va s'en servir pour montrer le côté candide du personnage. Mais dans le reste du film, on va montrer un nouveau visage. On va montrer un visage plus expressif. On va montrer un Schwarzy qui n'est plus un homme robot. D'ailleurs, je trouve qu'il a perdu. Je trouve qu'il a perdu du poids. Il a le visage plus affiné. Il est moins mastoc comme personnage. Ouais. On voit quasiment pas ses muscles. On les voit qu'au début. Non. On ne sait pas s'il en a vraiment perdu, mais en tout cas, il en a toujours. Hein, ça c'est. Il en a toujours, mais j'ai l'impression que c'est moins prononcé que pour les autres films. Et surtout. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que on sent que Schwarzy, dans la deuxième partie du film, à partir du moment où il devient l'agent secret, qui est pas très secret d'ailleurs, mais on sent que Schwarzy s'éclate, quoi. Moi, je l'avais jamais vu s'éclater autant, en fait. Il se lâche complètement. Et moi, je trouve qu'on a découvert, à partir du moment où il se met à crier, là, quand on lui commence à injecter les trucs, rien que son visage, je me suis dit, putain, on n'a jamais vu Schwarzy comme ça, quoi. Et moi, c'est vraiment une nouvelle facette de l'acteur que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et donc voilà. Et en fait, ce qui est marrant, c'est c'est que son acting, on peut le mettre en parallèle avec les décors. Au début, il y a des décors qui sont très réalistes. Ça reste de la SF, mais ça se veut très réel. Et à côté de ça, on a un acting qui est assez poussif, assez fake. Et on sent que le personnage, il y a un truc qui va pas, quoi. Il colle pas à l'environnement dans lequel il est. Et après, une fois qu'il devient agent secret, le décor, tout d'un coup, devient plus fake. Et lui, au contraire, son jeu devient plus naturel. Donc c'est assez marrant de voir comment Verhoeven a géré le jeu de Schwarzy et
et du coup brouille les cartes entre la réalité, la fiction. On sent qu'il y avait un truc qui allait pas au début, mais en même temps, il évolue dans un décor beaucoup plus réaliste que ce qu'il y a après. Donc, en fait, on sait jamais vraiment dans quel monde on est, si on est dans la réalité, si on est dans le rêve, dans le souvenir, donc voilà. Donc c'est hyper intéressant de voir la mise en scène et de voir la direction d'acteur, parce que tout ça participe au trouble qu'on a finalement en regardant le film. Ouais. Il y a une autre... Oui, vas-y. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un truc, moi, je me souvenais plus tant vraiment dans le film. J'avais ces souvenirs des yeux exorbités, voilà, voilà, la femme aux trois seins, les scènes d'action, le sang, ça, c'est des trucs qui étaient Ouais, c'est ça, assez c'est ce qu'on marqués, retient quand on mais est gosse, quoi. voilà. Mais par contre, je n'avais pas retenu à quel point Verhoeven joue avec nous sur le côté. C'est la limite entre la réalité et le rêve, Ouais. et tout le long, il y a pas un moment où, tu dis: «Il s'est fourvoyé» ou «Il s'est vendu», ou tu n'en sais rien jusqu'à la dernière minute. Même si tu pourrais, j'ai eu peur au moment de la fin, parce que je m'en souvenais plus vraiment de la phrase de fin. Voilà, tout ceci n'était qu'un rêve. Je me suis dit: «Putain non, c'est pas ça, il va pas nous faire le coup, il va pas nous faire le coup», puis hop, on sait pas. Et là tu dis: «Ah ben bravo, bravo». Non, et d'ailleurs, sur la fin, il y a un fondu au blanc au lieu d'un fondu au noir, Ouais. qui laisse supposer qu'il y a un problème de cerveau. Enfin, on sait pas trop, mais en tout cas, cette intention de mettre un fondu au blanc, ça veut dire quelque chose. C'est pas innocent, Oui, non, quoi. non, parce que classique, de façon classique, tu pars au fondu au noir, par rapport voilà, au film. C'est vrai que le fondu au blanc, tu te dis, ça, c'est un peu comme quand tu es dans un rêve, il y a le côté un peu blanchi, éthéré, machin, là, tu sais pas. Tu sais pas trop, et puis tu as le ciel qui devient bleu, enfin, il y a des trucs qui... Est-ce que ça, comment dire, cette fin, casse entre la réalité et le rêve? Est-ce que c'est un indice? Bon, ça, Elodie nous le dira après, mais Oui, je vous écoute tendrement et je garde tout sous le coude. mais non, mais franchement, c'est le truc qui m'a plus marqué maintenant. C'est plus tant le côté action, et cetera, où je me suis dit: «OK, ben voilà, c'est super violent, mais ça marche bien». Les méchants sont... enfin, Kogan, il est méchant, mais il n'est pas non plus trop caricatural. Richter, lui, c'est vraiment le bras droit, et on voit qu'il, malgré tout, il a un côté humain aussi, tu vois? Il est presque flic, on sait pas trop. Il y a un truc où il y a pas vraiment de méchants caricaturaux, au point où on aurait pu s'attendre dans ce genre de film, quoi. Bah, en fait, le méchant enfin, le méchant, et ça, c'est vraiment un trait de Verhoeven, c'est le capitalisme, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que souvent les blockbusters, les films d'action américains, il n'y a pas tellement de sens derrière, sauf que Verhoeven, lui, il met toujours un sens derrière les choses. Et en fait, c'est très... Parce qu'en fait, dans le film, le grand méchant, on va dire, en fait, il a privatisé l'air de Mars, il revend l'air pour que les gens puissent respirer, sinon ils meurent asphyxiés. Et donc les gens sont obligés de payer pour pouvoir respirer. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un truc intéressant à voir. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand ça a été fait, c'était dans un contexte où les pays arabes, en fait, étaient... en gros, le pétrole des pays arabes était géré par les Américains. Et ces pays-là se sont rebellés pour gérer eux-mêmes leur pétrole, et que ce soit les Américains et pas grand-chose à faire avec ça, et surtout ne récupèrent pas tous les sous. Donc il y avait une critique du capitalisme américain, mais qui est encore valable aujourd'hui. Quand on voit que des entreprises américaines telles que Coca-Cola utilisent des ressources naturelles comme l'eau pour ces usines en énorme quantité, et que du coup les gens dans les pays concernés meurent de soif parce qu'il n'y a plus d'eau, il y a des sécheresses terribles, et voilà, donc on est exactement dans la même situation
où des Américains utilisent des ressources naturelles à leur profit et font de l'argent à partir de ressources que tout le monde devrait avoir librement. Donc ça, moi je trouve ça quand même hyper intéressant et qui est en sous-texte. Alors c'est très en sous-texte, mais malgré tout, ça y est. Ouais. Et derrière le film d'action, il y a quand même une vraie réflexion de Verhoeven sur l'impérialisme américain, quoi. Oui, c'est ça, dans Starship Troopers, c'était la même chose. C'est exactement ça. C'est vraiment ça marque. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, à chaque fois, il arrive à l'englober. Il fait toujours ça hyper intelligemment parce qu'à chaque fois, il arrive à l'englober sous des attraits de films d'action, de blockbuster. Il rend sa critique sympa à regarder, en fait. Et donc, du coup, ça plaît au studio. Et en même temps, il arrive à dire ce qu'il veut sans qu'on lui mette trop de bâtons dans les roues, quoi. Ouais. En tout cas, moi, c'est que ce soit maintenant ou à l'époque, moi, ce qui m'a le dernier truc qui m'a vraiment marqué, c'est le cinéma de Verhoeven, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec, c'est quand même blindé de trucs hyper inventifs, enfin, il y a plein de scènes que j'avais toujours en tête malgré le fait que ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu. Et en fait, en les regardant ces scènes-là, elles me marquent toujours autant, je les trouve toujours aussi folles. Moi, je pense justement au rayon X dans le métro, la scène des rayons X où Schwarzenegger passe dans le portail de sécurité et qu'on voit qu'il y a une arme, il se retrouve encerclé et du coup il sort du panneau de rayon X devant la caméra. Je trouve que l'effet il est assez puissant. Il y a la scène où justement, je me souvenais de la scène où justement de l'immigration où il est déguisé en femme. Il a une espèce de masque, sauf que le masque il part complètement en couille et du coup il se fait. Je trouve que l'effet spéciaux du masque est vachement bien fait. La scène elle est tellement bonne d'ailleurs que je pense que Besson l'a réutilisé entièrement, intégralement dans Le Cinquième Élément, si je me souviens bien, où il y a un vol de plus du côté Besson. Voilà, c'est ça. Et il y a plein de scènes comme ça où la scène où il s'enlève l'implant du nez, elle est quand même hyper marquante. Elle renvoie aussi à Terminator quand il s'ouvre le bras là pour se soigner. Enfin voilà, il y a plein de trucs hyper inventifs, globalement c'est hyper plaisant à regarder. On voit pas le temps passer. On est tout le temps surpris par les situations. Les situations sont vraiment complètement différentes. Enfin, moi, honnêtement, j'ai pris un vrai plaisir. Mais parce que aussi, on sent que tout le monde dans le film prend un vrai plaisir. C'est-à-dire que Verhoeven, il prend plaisir à se moquer d'Hollywood. Schwarzy, il se fait plaisir à jouer un truc qu'il a jamais joué. Et même les effets spéciaux, tu sens qu'ils se sont fait plaisir à tous les maquillages, tous les trucs. Ils ont fait les trucs les plus dégueux qui puissent exister en termes de maquillage. C'est clair. Mais tu sens qu'ils ont. Le but, c'est qu'à chaque fois, le spectateur fasse oh non, dégueu. T'as le côté la répulsion qui est là. Et sans te marrer, parce que ça aurait pu être genre, oh, c'est ridicule, non, c'est plutôt genre. Même le boss des rebelles, Quato, là, il est. Le bébé. Qui a une espèce d'excroissance sur le ventre d'un mec, c'est immonde. Enfin, mais tu sens que tout ça, ils sont fait hyper plaisir. Il y a une sincérité qui se dégage du film, qui en fait est assez peu commune finalement dans un film d'action. Les films d'action, c'est toujours assez formaté, c'est toujours assez. C'est des purs produits, alors que là, tu sens que il y a un vrai plaisir à faire. Tu sens qu'il y a une vraie originalité. Et franchement, je trouve qu'il y a peu de films d'action dans l'histoire du cinéma qui ont réussi à allier autant d'ingrédients qui sont pourtant très très difficiles à associer. Et pour le coup, Verhoeven y arrive et ça tient la route même 30 ans après, quoi. Et ça, c'est fort. C'est fort, ouais. Alors, par rapport à Quato, donc, qui est aussi George, c'est lui le personnage dont je parlais au tout début, donc Marshall Bell, qui était donc justement dans Jumeaux, donc le film qu'on a vu juste avant, qui jouait Webster, donc le gars qui était censé retrouver
la mallette pleine de fric et la bagnole, hein, l'espèce de tueur à gages. Donc, passer de ça à un gars qui est en fait le leader de la révolution, c'est surprenant, quoi. Ouais, mais il a toujours un côté méchant, hein, enfin méchant. C'est un mec qui est méfiant. Tu sens qu'il y a un différent entre Heuser et donc Quaid Heuser et lui, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, il a aussi, on va dire, comme d'autres, la gueule de l'emploi, quoi. La gueule du. Voilà, il a un peu le visage marqué avec des cicatrices. Donc, c'est vrai que c'est ce genre d'acteurs où tu vas les mettre dans des rôles qui vont être parfois des caricatures ou parfois des trucs bien bien marqués. Ils vont pas te faire un père de famille ou quoi. Quoique. Hein, on a déjà vu des choses dans ce genre-là. Élodie, de ton côté, toi, donc, c'était pas la première fois que tu le voyais? Si. Si, ouais. C'était la première fois que je le voyais. Mais ouais, je sais pas. En fait, ça faisait longtemps que je l'avais sur ma watchlist et je l'avais jamais vu. Et puis, bon, je sais pas pourquoi. Sans surprise, j'ai beaucoup aimé, évidemment, puisque ça coche à peu près toutes les cases de ce que j'aime dans un film de SF. Ça fait plaisir de voir Schwarzenegger avoir un rôle, ouais, comme tu as dit, Olivier, où il se fait plaisir et vraiment il joue, en fait, ce qui est différent d'avant. En plus, il a cette dualité entre son personnage du passé et son personnage du présent, où c'est pas du tout le même personnage, et on voit qu'il s'amuse avec ça, que dans les vidéos où il se voit lui, il a cette espèce de caricature de méchant avec ce rire de méchant. Enfin, c'est assez drôle, mais du coup ça marche bien, et pour une fois, ouais, il est pas juste une brute avec des muscles et qui tape des gens. Il y a quand même il est en recherche de ouais. De qui il est, et ça a coupé. On a perdu Elodie, merde. De qui il est? Qui es-tu? Mais qui est-il? Qui est-il? Allô? Oh, elle a vraiment qui perdu. sont les snorkies? Allô? Non! Reste avec nous. Mais qui es-tu, Elodie? Bon. Alors, on était sur qui il est. Je sais plus ce que je disais, du coup. Je disais les deux facettes de Ah oui. de Schwarzy au début et Oui, que pour une fois, en fait, il avait un personnage vachement intéressant et qui pouvait offrir un peu plus que juste la grosse brute qu'il avait été jusqu'à maintenant. Mais voilà, moi, ce qui m'a surtout attiré, c'est vraiment qu'on a un scénario bien construit et qu'il y a un peu plus à dire que juste un film d'action où faut taper les méchants et à la fin, on embrasse de jolies demoiselles. Là, il y a quand même, comme tu l'as dit, Olivier, il y a quand même un sujet à traiter, et que Verhoeven, il fait toujours ça. Il s'amuse avec son public et il s'amuse avec Hollywood. C'est un peu le sale gosse du cinéma, quoi. ouais, c'est ça, exactement. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, quoi. C'est que le mec s'en fout qu'on lui dise non, t'as pas le droit de faire ça, et il se dit je m'en fous, je le fais quand même, et puis je vais juste être assez à côté de la frontière pour pouvoir dire ce que j'ai à dire, mais pas trop loin de la frontière pour qu'on me laisse le dire. Je restais juste assez poli pour que ça passe. Mais ouais, après, c'est vrai que c'est un film qui est hyper violent, mais qui est pas gore juste pour être gore, en fait. Il y a toujours une raison pour laquelle c'est sale. Et moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que quand je regardais, donc que je lisais mes petits trucs pour trouver mes fun facts, il y a quand même un mec qui a écrit fun fact dans la scène finale où ils sont en train de crever sur Mars. En fait, les acteurs, ce ne sont pas les acteurs, ce sont des mannequins. J'avais presque envie de les répondre. Oh merde, merci, j'avais un doute. Il y en a, ils sont perspicaces quand même. Mais je pense qu'il y en a qui parfois ils te disent ça juste de façon pour la blague, en fait. Je pense aussi. Hein. Ouais, mais oui. Mais voilà, ça m'a fait marrer. Mais non, voilà. Donc, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, et que quand je regarde la liste de ce qu'on a déjà classé, ça va être très dur de le placer.
Oui, non, je pense. Je pense pas. Je pense Non, pas en trop. fait, enfin, je sais où je veux le mettre, mais en fait, c'est qu'il est tellement différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant que j'ai du mal à le comparer au reste, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bon, par contre, il faut que, avant que ça ne recoupe, parce que voilà, malédiction numéro 13, hein, épisode 13, voilà. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Alors, c'est quoi le secret, le grand secret? Ah, bah alors, bah déjà, je vais vous demander votre avis dans un premier temps. Vous pensez que c'était un rêve ou c'était la réalité ou il y a une part des deux? Moi, en fait, j'ai réglé le problème par me dire que c'est un peu les deux. Parce que toi, comme ça, j'ai pas le choix. C'est un peu les deux, c'est bon. Pour moi, il fait ce qu'ils appellent une embolie psychologique, là, ou je sais pas quoi. Ouais. Son cerveau, il est en train de griller, en fait. Et donc, il y a le souvenir qui s'injecte en lui, mais pour moi, le fondu au blanc à la fin, c'est le cerveau, il déconnecte et puis on n'en parle plus, quoi. Ok. Et du coup, je suis content qu'il n'y ait pas de suite. En fait, Alors, vous avez tous les deux un peu raison. C'est que Verhoeven, en fait, il a fait son film comme si, pour lui, ça lui paraissait évident. Donc, il a fait une interview où le journaliste lui a demandé, mais en fait, c'était quoi? Et donc, il l'a dit poliment, mais il a un peu dit que les spectateurs étaient un peu débiles de pas avoir compris. Et que, en fait, donc oui, effectivement, il fait son espèce d'AVC là, mais en fait, ça fonctionne puisque tout ce qui va se dérouler après, c'est ce qu'il a commandé chez l'école. Et donc, en fait, tout est un rêve à partir du moment où il rentre dans la machine. Donc, même quand il commence à se débattre et qu'on dit, ah, il est en train de faire une embolie, il est déjà dedans, en fait. d'accord. Et, et donc tout le reste, c'est donc selon Verhoeven, tout le reste c'est son rêve. Après, l'histoire ne dit pas effectivement si à la fin il se réveille ou pas. Hein. Ça... Ouais, parce que c'est vrai que le côté fondu au blanc pourrait faire genre, bah oui, il était en rêve, mais ça a été tellement long qu'en fait, il a fini par clamser en rêvant. Quoi. Ouais, pour Ah moi, c'est la lumière oui, au non, bout mais du ça tunnel, c'est quoi. par contre c'est très possible. Oui, Ouais. c'était tout à fait possible. Mais c'est vrai que si à la fin on le voyait se réveiller et payer la note, ça aurait été très décevant, ça c'est sûr. Ça, tout ceci n'était qu'un rêve. Trop Voilà, facile. c'est la fin qu'on redoute. Voilà, hein, ça a déjà été fait et refait. Bon, avant que ça ne recoupe encore une fois, on va passer au classement. Oui, est-ce que tu veux que je rappelle tout ce que nous avons classé depuis le début? Oui, je veux bien. Alors, du premier au dernier, nous avons Twins, Terminator, Predator, Stay Hungry, Raw Deal, Commando, Running Man, Cactus Jack, Red Heat, Conan le Destructeur, Conan le Barbare et Hercule à New York. Mm. Ouais, moi, pour moi, je le mets en premier, mais. Ouais, pareil. Je suis d'accord. Ouais. Parce que si c'était pas en premier, ça aurait été ex aequo avec Twins. Bah, c'est ça que je me disais. En fait, c'est que les deux, je pense que je les ai autant aimés, mais ils sont tellement différents. Enfin, il y en a un, c'est une comédie, et l'autre, c'est un gros drame de science-fiction hyper gore. Ouais, ouais. C'est incomparable, quoi. Et puis même, par rapport à l'effet que ça m'a fait de le revoir, Twins, voilà, m'a apporté le côté tendre, etc., que je ne me rappelais pas. Moi, je me rappelais juste d'un truc de comédie très, très, très classique, là. Et là, ici, le film d'action est devenu un film oui, d'action, mais avec quand même un fond plus profond que ce dont je me souvenais. Donc, mais oui, par rapport après, niveau le jeu d'acteur de Schwarzenegger et le jeu qu'il joue, tout ça, il est premier. Parce que dans Twins, il y a quand même encore un petit côté robotique quand même. Ouais. Ouais, et puis je suis d'accord. il Et force puis, trop le benet, quoi. Ouais, peut-être. Alors que là, justement, il joue autre chose, il montre un peu plus ce qu'il est capable de faire, le côté espion, machin, enfin voilà. Puis Non, il a on commence à 41 ans avoir maintenant, hein. Ouais. on commence à avoir le Schwarzy qu'on va avoir sur Last Action Hero, sur True Lies, sur ces films-là où il gère son image, il gère ce qu'il a envie de montrer Ouais. et c'est là où il nous fait plaisir, quoi. Ouais, exactement. Donc ouais, non, je pense que
clairement. C'est pour l'instant Total Recall est premier. Et, bon, il va le rester encore quelques épisodes ou en tout cas la bataille va faire rage, hein, je pense quand même niveau film par la suite, parce que là c'est quoi, c'est le flic à la ça va se maternelle. jouer à rien. flic Là. à la maternelle là qui va arriver. Voilà, il y a le flic à la maternelle qui va arriver. Ensuite il y a Terminator 2. Oui. Et bon, moi il y a le truc, c'est qu'il y a Last Action Hero qui est dedans. C'est un de mes préférés moi quand même. Hein. Et Last Action Hero, toutefois pour moi dans ma tête il est déjà premier quoi. Et on verra. Et je pense que même il est premier déjà de base, et tout ce qui va arriver après sera juste avant, enfin ne pourra pas être premier quoi. Mais bon, ça c'est dans ma tête. Ça se trouve t'auras une déception. Avec Last Action Hero non. Donc clairement pas. Par contre moi j'ai hâte de revoir le flic à la maternelle et Junior. Ça tombe bien. Parce que très franchement le flic à la maternelle j'ai peur. Junior j'ai peur aussi. True Lies, je vois à peu près le truc et on est dans la même veine que Last Action Hero. Donc voilà. Terminator 2, peut-être. On verra effectivement. Mais là, voilà. Le prochain, donc sorti la même année, c'est donc Le flic à la maternelle, où il joue le rôle de Richard Kimball. C'est un film encore de Ivan Reitman. Voilà. Oui. Et par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, il n'est pas disponible en streaming. Oui. De toute façon... Nous achèterons le Blu-ray, pas grave. Voilà. Bien sûr. On pourrait avoir des surprises, parce que franchement, Total Recall sur Amazon Prime, je pense que j'avais regardé et je l'avais pas vu, donc peut-être qu'il arrive entre-temps. Si, on avait vu la dernière fois quand on avait enregistré le podcast, on avait regardé juste après et on l'avait. Ouais, puisque je l'avais rajouté sur ma liste du coup. Ah oui, bon, bah voilà. Bon. Enfin bref, merci encore à vous deux d'avoir bravé le chiffre 13 et merci Loli d'être revenu pour terminer l'émission alors qu'on t'a pas laissé parler tant que ça et que quand on t'a laissé parler, comme on disait avec Olivier, la connexion internet a dit nope. Non, je trouve que c'est l'univers qui a dit mais ferme ta gueule en fait. C'est un peu violent, mais c'est un peu ça. Bref, c'est pas grave, vous aviez dit des choses plus intéressantes que ce que moi j'aurais dit de toute façon. Tout va bien. Mais c'est surtout Olivier, là, on sent que, comme tu avais dit, hein, tu avais des trucs à dire, et tu les as bien dites. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, partager. Vous connaissez la rengaine, et on vous donne rendez-vous dans pas trop longtemps, on espère. Voilà. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. De toute façon, globalement, on vous donne rendez-vous au moins début septembre pour le retour de Monsieur Série and Friends. Mais bon, d'ici là, je pense qu'il y aura d'autres choses. Dis-moi, j'espère techniquement. À bientôt. J'espère que j'aurai récupéré Internet d'ici là. J'espère pour toi. Ouais. Toi qui devais avoir la fibre, finalement, là, tu n'as... Plus rien. T'as plus rien du tout, quoi. Mais bon, on reviendra. Voilà. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais pas Chopin. Dans un laboratoire secret quelque part en Occident, des savants ont présidé à la naissance d'un être humain parfait. Il possède la force de 10 hommes ordinaires et la sagesse de 20. Mais il possède aussi un frère jumeau. J'ai un frère? Mon Dieu, ce qu'elle est belle! Arnold Schwarzenegger, Né pour être méchant. et Danny DeVito Bien joué, maman! sont jumeaux. Je m'appelle Julius. Je suis ton frère jumeau. Ça crève les yeux. Au premier coup d'œil, je t'assure, j'ai cru que je regardais dans un miroir. Seule leur mère est capable de les distinguer. Jumeaux, une comédie de Ivan Reitman. Julius! Oui? Mais c'est pas quelque chose que t'as mangé? On dirait que t'as une allergie, tu sembles sur le point d'exploser! J'adore te voir connu! Oh, mais qui êtes-vous? Le frère de Vincent. On est jumeaux. C'est vrai. Jumeaux. Votre prochain spectacle.
envie de pisser en plus. Je pense que... Hein Ah. Il fallait que tu le dises plus tôt. Allô? Ouais, vous m'entendez? Ah, t'es via Ouais. téléphone. Bon, alors ça va être compliqué. Je suis sur mon téléphone, j'ai pas la 4G et j'ai pas d'écouteurs parce que mon téléphone n'a pas de prise jack. C'est Bon. ça de prendre des trucs de contrebande. Ouais, non mais en plus c'est que pour l'internet, c'est même pas de ma faute, c'est que ça a sauté dans tout le quartier. Parce que je suis Ah oui, quelqu'un quand même. d'extrêmement chanceux.